bienvenue à tous aujourd'hui pour suivre la conférence d'économie de notre ami Paco Alvarez, qu'on a l'habitude de recevoir à l'Institut et qui aujourd'hui nous a fait le plaisir d'être avec nous pour suivre cette conférence dans cette période un petit peu difficile. J'espère que tout le monde nous entend bien et qu'on va pouvoir poser toutes les questions qu'on veut à Paco. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'ordre du jour, on va dire, le titre, c'est donc quel rôle a joué, joue et jouera l'économie dans cette période difficile. Et donc, c'est Paco, notre spécialiste, qui va nous parler de ces trois questions. Alors, dans un premier temps, on avait imaginé qu'il nous donne son avis, son point de vue, et ensuite, si les gens veulent poser des questions, on peut le faire soit par le chat, soit verbalement en activant son micro. Voilà, donc si tout le monde est prêt, je vous propose donc de rejoindre Paco. Et Paco, bienvenue à l'Institut français confiné. À toi. Merci Laurence. Effectivement, pendant beaucoup d'années, comme tu le sais, c'était en direct qu'on faisait ce genre de conférence. Mais maintenant, la situation oblige. Mais nous, ta vidéo, Paco, quand même, qu'on voit ta tête. On va le faire autrement. Non, parce que j'ai des problèmes de réseau. Je mettrai quand je pourrai. D'abord, bonjour à tous. Bon après-midi. Il est 4h17, heure solaire, même si ça a l'air d'être plus tard. Et puis donc, le format de la rencontre, Laurence l'a décrite. Ce sera donc 3 parties. Moi, j'interviendrai au début dans chacune des parties. À la fin de chaque partie, allez-y, donnez votre avis et vous posez des questions. D'abord, ce que je tiens à vous dire, vu la situation, c'est que je ne suis pas propriétaire de la vérité. Et je dis ça parce que on entend depuis longtemps, mais surtout ces temps-ci, des personnes qui s'expriment comme s'ils avaient un peu la bénédiction des dieux et que c'est eux qui sont propriétaires de la vérité. C'est bien dommage. Je parle surtout beaucoup d'économistes et d'analystes financiers. Donc, en fait, moi, évidemment, je suis propriétaire de ma vérité. Ce que je vais dire m'appartient. Ce que j'essaye simplement, c'est de donner des arguments qui s'appuient sur le fait, qui s'appuient normalement sur des faits, mais avec des arguments. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent évidemment ne pas être d'accord. Je crois que nous sommes dans une situation historique que la planète Terre vit comme aucune génération de ceux qui sommes encore vivants, nous avons vécu. Il y a plein d'avis sur le sujet et pour le moment, pas de solution qui soit vraiment claire. En sachant que la priorité est de s'occuper de la santé des personnes et de pouvoir quand même s'alimenter pour survivre. Cela dit, les médias nous matraquent régulièrement sur les aspects économiques. Alors nous allons aborder les aspects économiques. Et dans cette première partie, donc, d'où vient-on? Donc, puisqu'on parle d'économie, il me semble nécessaire d'abord de nous mettre d'accord sur la signification du mot économie. Si vous posez la question autour de vous, la majorité des réponses que vous allez avoir, c'est que l'économie, c'est le produit intérieur brut, les salaires, les bénéfices ou les pertes des entreprises, la dette publique ou privée, marché financier, etc. C'est-à-dire des concepts qui sont exclusivement liés à l'argent. Donc, nous pouvons constater que depuis déjà des décennies, quand on utilise le mot économie, c'est économie égale argent. Et pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi on est arrivé là? Tout simplement parce que nous avons été éduqués par un modèle économique qui a l'argent comme référence de base. Et non seulement comme référence de base
pour le même modèle, mais pour le modèle de la société. L'argent comme but. L'argent générateur de bien-être, l'argent Dieu. Bah, cela dit, quand même, il faut savoir que le mot économie vient du grec. Oikos nemein. Et qu'est-ce que signifie oikos nemein? Eh bien, ça signifie la gestion de la maison. Alors, est-ce qu'on a besoin d'argent pour gérer la maison? Ben oui, évidemment. Évidemment qu'on a besoin d'argent. C'est le moyen aujourd'hui. Au Moyen-Âge, c'était peut-être même le sel, le poivre, les bijoux. Et aujourd'hui, c'est l'argent, ok. On a besoin pour gérer la maison de l'argent. Mais seulement de l'argent. La santé, c'est important dans la maison. La nourriture, l'éducation, la distribution équilibrée de ce qui rentre dans une maison par rapport aux membres de la famille, une distribution le plus ou moins équitable possible. Avoir une maison propre, etc. Si on prend donc le mot économie dans son origine, la gestion de la maison, ce n'est pas que de l'argent. Mais nous avons été éduqués pour faire l'égalité, malheureusement. Je répète donc que l'économie signifie la gestion de la maison. Et il est important quand même de savoir, je crois que maintenant nous nous sommes aperçus aussi, que notre grande maison, c'est la planète Terre. Alors maintenant, rapidement, on va jeter un coup d'œil aux organismes internationaux qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale et qui, en principe, devraient participer pour créer un monde, un bien-être dans l'humanité. Je vais parler du Fonds monétaire international, créé en 1944, la Banque mondiale, une année après, le G20, le G7, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, la Banque centrale européenne. Alors, en fonction de quels critères ces organismes ont-ils été créés? Eh ben, c'est très simple de vérifier que quand le Fonds monétaire international parle de l'argent, quand la Banque mondiale parle de l'argent, le G20, le G7 parle de l'argent, l'Organisation mondiale du commerce s'est créée pour justement pouvoir générer et pouvoir faire des affaires en utilisant l'argent. L'Union européenne, au début, entre Adenauer et De Gaulle, ça s'appelait l'Union économique européenne. Donc, une fois de plus, par rapport à des affaires. Et la Banque centrale européenne s'est créée en fonction de quoi? L'Europe, les premiers pas de l'Europe qui utilise l'euro, donc avec de l'argent. Ce qui me produit une certaine honte lorsque vous pouvez le faire et le vérifier quand on accède au web du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale ou du G20 ou du G7 ou de l'OMC ou de l'Union européenne, vous pouvez constater qu'ils mettent tous que ces organismes existent en ce qui concerne le Fonds monétaire international pour assurer une stabilité monétaire, éviter des crises financières et faire disparaître la pauvreté dans le monde. Création du Fonds monétaire international, 1944. Bah, aujourd'hui, on peut essayer donc de voir si tout cela a été accompli et si ça continue de l'être. Et puis sans oublier le thème de la mondialisation. La mondialisation allait être quelque chose d'extraordinaire. Nous allons être plus heureux que jamais en ouvrant les frontières, en pouvant échanger tout ce qu'on voulait. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que mondialisation, une fois de plus, ça s'est traduit simplement en termes d'argent. Eh bien voilà, le modèle économique avec l'argent, qui est sa raison d'être, domine tout. Et tous ceux qui ont le plus d'argent, on le sait, gèrent le monde, possèdent tout. Les multinationales de tout type, particulièrement quelque chose d'important aussi, c'est les moyens de communication. Ils sont si importants aujourd'hui, complémentairement à l'école, pour nos enfants. Selon le dernier rapport d'Oxfam, qui a été publié il y a 2 jours,
1% des personnes les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus de richesses que le 92% restant de la population mondiale. Depuis 2008, la richesse des riches, excusez-moi le pléonasme, s'est incrémentée et la différence entre les riches et les pauvres s'est accrue. C'est pas moi qui le dis, c'est Oxfam. En outre, le fait d'avoir l'argent comme principale référence, l'argent pour l'argent, je pense aussi que est la principale cause de la détérioration de la planète, de la destruction de la nature, excusez-moi, et du changement climatique. Parce qu'on a cherché à sortir de la Terre tout ce qu'elle avait pour faire l'argent. Le pétrole est une ressource naturelle. Le pétrole est une ressource gratuite, évidemment pas son extraction. Mais en tant que matière première, elle est gratuite, comme le soleil et comme l'air. Beaucoup d'économistes, et particulièrement un qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, M. Piketty, nationalité française, ont mis en garde depuis déjà beaucoup d'années que le modèle économique actuel nous menait à la catastrophe. En fonction de ce que je viens de décrire, je considère que le modèle économique actuel et ceux qui le défendent sont les principaux responsables, pas tous, mais les principaux responsables de toutes les crises passées et évidemment de celles que nous sommes en train de vivre. C'est ça mon analyse de où on vient. Et à vous de vous exprimer ou de poser des questions. Allô? Attends, je vais connecter les micros. Tous les micros sont fermés. Je vais les connecter. José Manuel a ouvert son micro. Je suis en train de Ah, désolé. connecter tous Non, les mais micros. pourquoi pas? C'est le moment de vous exprimer. Et cette première partie, pour moi, elle est terminée. Allô? Ouais, c'est bon. Et Aucun commentaire? Penses-tu qu'on peut faire marche arrière maintenant? Est-ce que vous m'avez écouté? Oui, oui, on t'a écouté, Paco. Je réfléchissais un peu sur ce que tu disais en disant que l'argent est vraiment pratiquement l'unique responsable de la détérioration de la planète. Que penses-tu aussi de l'augmentation exponentielle de la population, de toute comment intervient la modernisation des technologies, etc. Je pense qu'il y a aussi un facteur qui n'est pas simplement l'argent. Écoute, l'augmentation de la population, évidemment, ça a un impact dans la nature, mais quand tu regardes ce que les scientifiques, maintenant la majorité, démontrent, ce n'est pas cet aspect-là qui fait qu'il y a un problème avec la couche d'ozone et qu'il y a un problème avec le manque de ressources fossiles. Et en ce qui concerne la modernisation, point de vue, elle est faite parce que, en principe, elle génère beaucoup d'argent pour beaucoup d'entreprises. Je ne dis pas, attends, l'argent par l'argent. C'est le système économique dans lequel nous sommes. Je crois qu'il y a plein de preuves qui fonctionnent et a comme base faite de l'argent.
l'argent pour l'argent et pour faire plus d'argent. Et moi, je ne suis pas contre le fait qu'on utilise l'argent comme outil, mais on a oublié d'autres aspects, justement, de ce que signifie le mot économie. Il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres choses. Dans la mesure où moi, je suis une entreprise qui veut gagner chaque fois plus d'argent, si je suis dans le secteur des matières premières, je vais avoir besoin de plus en plus de matières premières. Et je vais certainement inventer des systèmes pour pouvoir technologiquement être plus rentable, etc. Même si la technologie, je le reconnais, est un aspect qu'il faut regarder aussi de plusieurs façons, parce que par exemple, aujourd'hui, vu ce qui est arrivé, enfin, ce que nous sommes en train de vivre, ce serait difficile de pouvoir nous communiquer, comme on le disait tout à l'heure, et donc la technologie a aussi des aspects intéressants. Je dis pas, et même d'autres découvertes. Je vais te donner un exemple, si tu veux, si tu me permets un parallélisme. Le marteau, c'est lui qui l'a inventé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais très utile pour prolonger la force de la main. Et plus facile pour clouer des clous qu'avec la main. Mais le marteau, tu peux aussi l'utiliser pour casser la tête de ton voisin. Le problème, ce n'est pas l'outil, l'usage qu'on fait de l'outil. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'usage qu'on fait. L'argent comme outil, bien sûr que oui. Oui, oui, tout à fait d'accord. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres positions, on passe à la deuxième partie. Où sommes-nous aujourd'hui? Allô, allô? Oui, 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 on est d'accord pour passer à la deuxième partie. Hein. Moi, je trouve que justement, en fait, ce que tu as posé comme base me paraît tout à fait adéquate pour continuer et surtout pour voir quel va être l'après-pandémie, quoi. Qu'est-ce qui va se passer au point de vue de l'économie? C'est ça. Là, donc, on va faire rapidement la deuxième partie, puisque c'est là où nous sommes, pour faire le futur. Je suis d'accord avec toi. D'accord. D'autres personnes qui veulent intervenir avant que l'on passe à la deuxième partie? Oui, non, non. Ah, Paco, si? tu crois que la responsabilité sociale d'entreprise est importante? Je t'entends mal. Excusez-moi. Excusez-moi. La responsabilité sociale des entreprises. Tu crois que peut-être est importante? Oui, 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 tout à fait. Justement, si tu veux, dans le mot économie, qui est la gestion de la maison, il y a une partie sociale énorme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas tenu compte de ça. Il y en a d'autres qui ont tenu compte. Par exemple, si tu poses la question autour de toi et tu demandes ce que c'est une entreprise, la photo que tu vas avoir, c'est un peu comme le mot économie, la photo que tu vas avoir, c'est une entreprise, c'est un entrepreneur, entrepreneuse, chef d'entreprise, avec des employés. Alors, la question qu'il faut poser, c'est la suivante. OK, c'est vrai que c'est ça. Et si l'entreprise n'a pas de clients, est-ce que l'entrepreneur, entrepreneuse et ses employés vont vivre? Non, l'entreprise a besoin de clients. Est-ce que les entreprises sont totalement autonomes ou ils ont besoin d'avoir des personnes, des fournisseurs de papier, des fournisseurs d'ordinateurs, des fournisseurs de produits? Oui, les fournisseurs font partie de l'entreprise, les clients aussi. Est-ce que les entreprises ont besoin de financement? Au début, souvent, les entreprises se créent avec l'aide des copains ou bien peu d'argent qu'une personne peut avoir. Mais généralement, les entreprises ont besoin d'être financées. La banque joue un rôle là-dessus. Enfin, il faut tenir compte aussi de ceux qui financent les entreprises. Et puis finalement, une entreprise, est-ce qu'elle est accrochée au ciel physiquement? Elle se trouve dans une mairie, dans une ville, quelque part physiquement, avec un entourage social. Donc, le sens de l'entreprise, et c'est cet ensemble d'acteurs. Et donc, ce que tu viens de dire, la partie sociale de l'entreprise est super importante.
l'a vu lorsqu'il y a eu des délocalisations, des villages qui pouvaient vivre d'une ou deux entreprises, qui se sont vidés de personnes parce que ces entreprises-là sont parties. Il y a des entreprises, malheureusement, qui peuvent aussi générer, si tu veux, des aspects négatifs pour l'atmosphère. Donc, à ce moment-là, l'impact social que cette entreprise a dans l'entourage est énorme. Donc, bien sûr que les aspects sociaux, mais l'aspect social, si on appliquait le mot économie dans ce qu'il signifie, on tiendra compte dès le début. Ça te va? Merci. Et ouais, De rien. nous verrons qu'est-ce qui passe avec la responsabilité sociale et la crise. La responsabilité sociale, c'est intéressant qu'on parle de ça. Moi, je n'ai pas voulu inclure, mais il y a plein d'entreprises qui ont compris qu'effectivement, il fallait avoir une responsabilité sociale. Et malheureusement, très souvent, ça se traduit par le fait qu'une partie du budget, généralement très peu, on le donne à des ONG, des organisations non gouvernementales. On aide une équipe de football, on aide la Croix-Rouge. Et c'est pas ça la responsabilité sociale. En plus, on a traduit en espagnol, d'ailleurs très mal, responsabilidad social corporativa, alors que le mot corporation, en anglais, ça veut dire entreprise. C'est responsabilité sociale d'entreprise, RSE. Et beaucoup d'entreprises se sont mis là-dessus pour avoir un pin, tu vois, pour avoir un pin dans la chemise, de dire, voilà, moi je fais de la responsabilité sociale. Je te donne deux exemples. On voit que ce truc-là n'a pas été fait toujours sérieusement. Volkswagen a 7 prix de responsabilité sociale corporative. 7 prix. On se souvient tous, il y a un an, il y a deux, que Volkswagen a été châtié, je dirais. Il a fallu qu'il paye une amende parce qu'il nous avait menti sur la façon dont fonctionnaient ces moteurs diesel, avec la pollution qui était donc diminuée par rapport aux chiffres réels. Une banque suisse qui s'appelle UBS a eu des problèmes pas mal et a eu plein donc de prix aussi. Une autre banque qui est enfin, aux États-Unis a failli être interdite, a eu 4 prix de responsabilité sociale corporative alors qu'elle trafiquait dans la drogue et dans le traitement des femmes. Enfin bon, et ce sont des choses qu'on peut vérifier. Je ne suis pas en train d'inventer. La banque en question s'appelle HSBC, qui essaye actuellement, et c'est normal, de laver un peu le visage. Mais aux États-Unis, il a dû payer une amende énorme. Elle a failli être interdite et finalement, elle a réussi à continuer en affaires. Mais donc, et ces entreprises-là étaient au top de la responsabilité sociale corporative. Donc, il faut quand même qu'on mette là-dedans les valeurs, les réelles valeurs, parce que la responsabilité sociale d'entreprise est très importante. C'était un peu long. On passe à la deuxième partie. On y va, je vois. Allons-y, oui. Oui, allons-y. Alors, la situation, je crois qu'actuellement, la situation génère. J'ai des problèmes avec la vidéo. Je vais la couper encore parce que j'ai des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Alors. La situation génère, il est clair, beaucoup d'inquiétudes. Mais puisque l'argent, comme on vient de voir, est la base du fonctionnement du système économique actuel, les gouvernements et les organismes internationaux, comme on peut le constater, sont en train d'injecter, ou injecteront, je suis sûr, encore plus, des milliers, des millions d'euros, de dollars, de roubles, de yuans, de yens, dans les rouages du système. Sans en réalité, lorsqu'on entend beaucoup d'économistes, sans trop savoir si cela va vraiment résoudre le problème, peut-être qu'il le résoudra à court terme. Mais personne ne sait si ça va être vraiment valable parce qu'on ne va pas continuer à mettre des millions et des millions. Mais enfin, bon, pour le moment, ça peut être une solution. Mais c'est normal puisque ça fonctionne
avec de l'argent, on met de l'argent dans la machine. Et je crois que la société est en train de prendre conscience que l'argent n'est pas la solution. Même si les foyers en ont besoin pour survivre, évidemment. Enfin, et aussi autre chose que vous avez pu constater, est-ce que la société est bombardée tous les jours, et on parle de la situation actuelle, des nouvelles économiques qui augurent un futur inquiétant. Décroissance économique, chômage, secteurs d'activité qui vont avoir des problèmes, etc., etc. Cela dit, la plupart des familles ne comprennent pas les termes utilisés par les économistes. Vous regardez n'importe quelle émission, mais combien de personnes aujourd'hui savent ce que c'est le produit intérieur brut d'un pays? Combien de personnes savent ce que représente, ce que c'est la dette perpétuelle? Combien de personnes savent ce que c'est un fonds européen de restructuration? Et je dirais plus, puisqu'on est en train de parler non déjà de millions, mais de billions. Qu'est-ce que c'est un billion? Et en plus, vous pouvez constater qu'il y a une confusion terrible, même avec ceux qui utilisent les billions comme si c'était des choses normales que tout le monde comprendrait. Parce que le billion dans le pays anglo-saxon a 9 zéros. Et le billion dans les pays européens non anglo-saxons a 12 zéros. La différence est de 1000. Donc, quand on dit on a mis 2 billions de dollars aux États-Unis, ben c'est 2000 millions d'euros, pardon, de dollars. Ce n'est pas 2 millions de millions. Et dans le sens contraire, enfin, c'est très difficile. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, on n'ait pas un discours plus direct et qui est face, que les gens essayent de comprendre, parce que ça peut s'expliquer. Et puis aussi, on entend de plus en plus la société s'interroger sur l'efficacité des organismes internationaux dont nous avons parlé. J'entends de plus en plus dans les débats où j'interviens, dans les médias, mais qu'est-ce qui fait le Fonds monétaire international, mais qu'est-ce qui fait le G20, alors qu'on a une urgence, qu'on a quelque chose dont on a besoin de fric, mais pour essayer de résoudre ça le plus tôt possible. Non, on te dit, le PIB va changer entre 8 et va descendre 8 et 16%. En plus, ils donnent des marges énormes, mais qui ne font que accroître la peur et la crainte et l'inquiétude que les foyers ont chez eux en attendant de voir ce qui va se passer. Et je crois aussi que la société est en train de prendre conscience, dans le temps actuel que nous sommes en train de vivre, des effets de la délocalisation des entreprises qui s'est faite dans le cadre de la mondialisation. Délocalisation qui a été intronisée simplement pour pouvoir gagner plus d'argent, puisque la main-d'œuvre était nettement moins chère ailleurs que chez nous, et qui a donné lieu à la destruction d'industries locales. Et voilà, maintenant nous sommes en train, dans le temps actuel, dans tous les pays européens, sauf peut-être l'Allemagne, à voir les conséquences, puisque on manque de masques, on manque d'outils médicaux, on manque de tout un tas de choses que nous ne fabriquons pas et qu'il faut qu'on importe. Parce que nos entreprises sont parties ailleurs. Je crois aussi que la société actuellement est en train de prendre conscience de l'importance des métiers qui auparavant étaient considérés peu ou mal payés. Infirmiers, éboueurs, agriculteurs, employés de supermarchés, etc. Franchement, je crois que nous prenons compte en ça d'une façon très claire. Et évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas de petits métiers. Et on verra ça dans la troisième partie, donc les propositions qu'humblement je commence à faire un peu partout. Mais c'est clair qu'il y a plein de métiers qu'on regardait avec un œil comme ça en disant ouais, celui-là ou celle-là, eh ben, ouais, d'accord, que si tu veux. Alors, mais aujourd'hui, on se rend compte quand même l'importance que ces petits métiers ont. Et je termine pour quelque chose qui est quand même, je pense, inquiétante pour l'Europe, et c'est la situation que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a une perte de confiance dans les gouvernements, je dis bien les au pluriel,
indépendamment de la couleur politique qu'il puisse avoir. Voilà comment je vois la situation dans laquelle nous nous trouvons, avant d'attaquer le futur. À vous de parler ou de poser des questions. Il n'y a pas de réaction, on passe à la troisième partie. Avez-vous donc des questions à poser? Non, tout est clair. Ça laisse toujours à réfléchir. Je crois que nous sommes tous d'accord, totalement. Ok, bon, bah, si vous êtes Non. d'accord. On est d'accord, Paco, sur cette analyse. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr que pour l'instant, la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre de l'argent dans la machine, mais ce n'est absolument pas la solution qui va nous permettre d'envisager le futur. Tout à fait. Et c'est là où c'est vraiment inquiétant. Oui. Parce que finalement, on s'inquiète parce qu'on a peut-être un peu d'épargne. On se dit, bon, bah, pour l'instant, on survit. Hein, on a de quoi, faut le souhaiter, acheter les légumes pour aujourd'hui et pour demain. Mais cette épargne, qu'est-ce qui va se passer avec cette épargne? Est-ce que finalement cet argent va nous permettre d'envisager le futur? Et c'est là où je ne suis pas vraiment sûr. Et c'est sûr que dans toute la conception de mondialisation telle qu'elle a été abordée, le fait de la délocalisation a été vraiment dramatique. Dramatique à tous les niveaux, local, au niveau de pays et au niveau mondial. Parce que penser que la Chine va nous résoudre nos problèmes de besoin, je pense qu'on va se tromper. On se trompe là. On se trompe. Non, tout à fait. Et j'ajouterais quelque chose qu'on sent déjà dans l'état actuel, c'est qu'on assiste aussi à quelque chose de très important, qui est un peu la suprématie dans le monde de la puissance économique. Et jusqu'à maintenant, continue d'être les États-Unis, mais la Chine, après avoir grimpé petit à petit vers le haut, et qui actuellement, donc, puisque le Japon était la deuxième puissance économique mondiale, a perdu son poste. Et la Chine, actuellement, la guerre, et on va le voir, enfin, on peut le voir tous les jours, mais avec le 5G là, qui arrive, avec Huawei, avec toute l'industrie chinoise, est quelque chose de très important aussi, qui est je dirais que c'est une lutte qu'on ne voit pas en première ligne pour le moment, mais qui est souterraine et qui est là, et que nous sommes en train de vivre et qu'on verra les conséquences plus tard. Mais je suis d'accord avec toi, Bertrand. La délocalisation, enfin pour l'Espagne et pour la communauté de Valence, ça a été terrible, quoi. La communauté de Valence est devenue, comme l'Espagne, une société de services. On n'a que des services. Et alors, quand tu regardes un peu ce qui est la pyramide d'un système qui fonctionne bien, à la base de la pyramide, tu as les matières premières. Au milieu, tu as la transformation de ces matières premières, partie industrielle. Et en haut de la pyramide, ce que tu as, c'est les services. Quand tu regardes comme s'est organisée l'Espagne en général et la communauté de Valence en particulier, c'est que la pyramide, elle est inversée et elle s'appuie sur le vertice de la pyramide, sur le sommet. Et c'est pour ça qu'elle bouge sans arrêt, parce que ce n'est pas solide du tout. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on entend de plus en plus de discours qui se sont rendus compte de ça. Alors, dans combien de temps cette pyramide va retomber sur ses pieds? On va voir. Mais moi, j'ai un certain espoir. On passe à la troisième partie. Allez, c'est on peut aller à la troisième partie si vous êtes d'accord. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, il est certain que en ce moment, c'est difficile. C'est difficile parce que
Personne ne sait combien ça va durer, dans combien de temps on va pouvoir trouver le vaccin, etc., etc. Mais je crois que nous avons tous une certitude. Quand je dis tous, c'est tous, les gouvernements, tout. Rien ne sera comme avant, même lorsque la situation pourra s'améliorer. Alors, le secteur service, et on vient de parler avec la pyramide, va beaucoup souffrir, particulièrement celui du tourisme, celui des loisirs. Mais il va falloir créer des postes de travail dans d'autres secteurs et changer de métier s'il le faut. Beaucoup de personnes, de mon point de vue. Une fois de plus, je vous dis ça, ce que je dis depuis le début. Hein. Je ne suis pas propriétaire de la vérité, c'est par rapport à ce que je vois, ce que je sens, que je vous donne mon avis. Le télétravail va s'incrémenter énormément, plus. Beaucoup d'entreprises vont découvrir que finalement, il y a des personnes qui peuvent parfaitement répondre à leurs tâches depuis la maison. Mais attention, je crois que ça va avoir un impact dans l'organisation familiale. Parce que qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, ce n'est pas la même façon de travailler. Mais il y a aussi un risque, parce que l'on en a déjà vécu d'autres. Et le risque, c'est qu'on oublie tout. Et que d'ici 2 ans, on recommence comme si c'était rien passé, d'accord, bah, comme quand on parlait de la grippe espagnole, qui n'était pas espagnole, mais enfin, c'est pas grave, ou quand il y a eu l'Ebola, qui évidemment n'a pas eu cet impact mondial, mais ça nous a inquiété pendant pas mal de temps. Et donc, ce serait le cas de l'économie, dont nous avons commencé à parler. C'est je dirais, le truc important de nos échanges. Si nous ne sommes pas capables de mettre en place une hiérarchie dans les urgences, comme on dit en France, il y a beaucoup d'urgences, mais il faut mettre de la hiérarchie dans les urgences. Et pas mettre des pansements dans un système économique qui a déjà démontré qu'il est incapable de pouvoir faire face. Incapable. C'est tout à fait démontré. Comme ça a été le cas pour la crise financière, enfin, dite financière, mais financière de l'année 2008. Alors pour moi, de mon point de vue, les urgences sont les suivantes. Première priorité, la santé. Aujourd'hui, il est clair que les gouvernements, indépendamment de leur couleur politique, n'ont pas consacré assez de moyens à ce secteur. Quand je parle de santé, je ne parle pas simplement que d'infirmières ou de médecins. Je parle de la recherche dans la santé. Les besoins de chercher, on voit qu'il y a des pandémies, il y en a d'autres qui peuvent arriver. On a une santé, je ne sais pas quelle est votre perception, la mienne est la suivante. On a une santé, un système de santé basé sur la réaction. Ah, il y a quelque chose qui apparaît, alors on voit comment on va faire pour pouvoir le résoudre. Alors qu'un système de santé bien monté doit être préventif, doit être proactif et non réactif. Et on en a les moyens pour faire ça. Et en Espagne particulièrement, depuis l'année 2008, mais auparavant, on a fait des coupes extraordinaires dans le secteur de la santé. Il y a eu des manifestations des infirmiers et des médecins en disant on n'a pas assez de moyens, je parle de la santé publique, et bien, il y a des gens qui ont râlé en disant mais qu'est-ce que c'est ces gens-là en train de manifester, ils ont tout ce qu'il faut. Et bien là, on s'est aperçu qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Et alors, dans ce secteur, on pourrait créer des dizaines de milliers de travail. Non seulement, je dirais, comme infirmier, dans la recherche, dans la biotechnologie, dans beaucoup d'aspects qui ont un rapport avec la santé, que pour moi est la première priorité. La première priorité de l'humanité, c'est les personnes. Et on peut avoir des entreprises extraordinaires, si les personnes sont malades, elles n'iront pas travailler. Et même donc pour le propre bien-être. La deuxième priorité, c'est l'alimentation. Une fois qu'on a la bonne santé, il faut s'alimenter. Et particulièrement, il faut qu'on fasse attention aux agriculteurs. Maintenant, on est en train de se rendre compte. Mais il faut le faire. Il faut dignifier le métier d'agriculteur. J'ai vécu en France beaucoup d'années, c'est un peu mieux qu'en Espagne.
En Espagne, les familles allaient et envoyaient al campo, à la campagne, travailler les enfants qui n'étaient pas doués pour aller à l'université. C'était tous des ignorants. C'était des gens qui n'étaient pas valables. Allez. Et donc, cette perception que celui qui travaille le champ est quelqu'un qui est vraiment un foquete, comme on dit en espagnol. Il ne sert à rien, c'est pour ça qu'il va. Alors que il faut dignifier ce métier. Il faut le faire. Franchement, c'est très important. Et là-dessus, évidemment, on peut créer plein de nouveaux postes de travail si on paye l'agriculteur comme il faut, et on le fait vivre comme il faut, et on dignifie cette profession. En France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une initiative qui me semble extrêmement intéressante. Il y a une demande qui est faite et qui est signée actuellement pour plus d'1 million de personnes pour créer des micro-fermes locales. Hein? Là, c'est vraiment très intéressant. Donc, tout ce qui est alimentaire, il faut donner, je répète, l'importance que ça a, parce que, une fois de plus, c'est pour la survie des gens. Donc, d'abord, santé, deuxièmement, truc alimentaire. Et dans le côté alimentaire aussi, évidemment, je parle aussi, on peut améliorer énormément la façon dont on consomme, la qualité des produits, plein de nouveaux postes de travail peuvent être créés. Troisième priorité, le transport et la distribution. Puisqu'on va vivre une période, et je pense que ça va être longue, où nous allons être réticents, on le veuille ou on ne le veuille pas, à sortir comme on sortait auparavant, eh ben moi je crois que ce secteur de transport et distribution aussi est important. Et c'est un secteur où on peut aussi créer des postes de travail. Quatrième priorité, l'éducation. Quand on regarde les programmes éducatifs que nous avons, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, on est en train d'élever nos enfants et nos petits-enfants, qui me concernent, avec des programmes où ce qu'on met en évidence, c'est justement, il faut que tu aies un métier pour gagner beaucoup d'argent. Il y a des carrières, c'est ces carrières-là qu'il faut faire parce que c'est là qu'on gagne plus de fric. Et c'est vraiment incroyable. On a supprimé la philosophie, on a supprimé la notion des valeurs. Et il faut qu'on essaye de récupérer ça. Je pense que c'est très important. Et donc, pour ça, il faut aussi dédier des fonds publics. Et pour moi, la cinquième priorité, c'est ce qui concerne la durabilité, le changement climatique. Les objectifs qu'on appelle le développement durable. Appuyer les entreprises qui changent leur organisation et leur fonctionnement en faveur de la planète Terre. Le secteur énergétique a beaucoup à dire là-dessus, avec les énergies dites propres, comme c'est les énergies éoliennes et solaires. Et là, c'est très important parce que ça aussi, alors là, ça peut créer l'économie circulaire. Tout ce qui est au lieu de fabriquer, utiliser, jeter, recycler. Ces postes de travail, des réparations qui ont été perdues parce qu'on ne répare plus, ça coûte plus cher réparer que d'acheter du neuf. Tout ça, il faut changer et je pense que ce serait bon parce qu'en même temps, on remplit la terre de choses que l'on voit d'ailleurs généralement en Afrique ou dans des pays qui peuvent les accueillir et qui empoisonnent l'environnement de ces pays-là. Et puis je termine avec quelque chose d'important dont on a déjà parlé avec Bertrand, qui est le besoin de réindustrialiser. Le besoin, particulièrement, moi je pense que c'est pour l'Allemagne, si on regarde, une fois de plus, est en train de mieux s'en sortir parce qu'elle n'a pas trop délocalisé, un peu. Quand on regarde la France, et particulièrement l'Espagne, et particulièrement la communauté de Valence, c'est vraiment incroyable. Et là, il faut faire un gros effort pour réindustrialiser et avoir des entreprises. Attention, pas dans un esprit de s'enfermer, pas dans un esprit d'un nationalisme idiot, et on s'enferme, non, mais pour pouvoir quand même assurer le minimum nécessaire pour les gens qui habitent l'endroit là où nous sommes, au lieu de dépendre de l'extérieur, sans savoir très bien si cet extérieur va pouvoir vraiment combler nos besoins ou pas. Et à quel prix. Voilà, j'ai terminé. À vous de parler.
Bon, évidemment, ce que tu présentes là présente des priorités qui s'adressent plus que tout à des secteurs de services. Tu parles de la santé, tu parles du transport et distribution, de l'éducation, la durabilité, ça peut être aussi industriel. Donc, ce sont des secteurs qui ne sont pas dans un certain concept que l'on a traditionnellement, ne sont pas des secteurs productifs qui créent des valeurs en termes d'argent. Hein. Donc, c'est inquiétant et c'est justement ce qui s'est passé avant, c'est qu'on ne voulait pas investir là, dans la mesure où il fallait gagner de l'argent, dans la mesure où il fallait gagner de plus en plus d'argent et qu'il y avait de plus en plus de ménages qui se présentaient sur le marché du travail, qu'il fallait absorber, etc., etc. Donc, comment faire justement pour associer ces idées de renforcer ce secteur de services avec un secteur, avec premièrement, un besoin d'absorber tout le financement qui a été donné durant cette situation, et ensuite de recréer des industries qui auront des coûts de production plus élevés que celles qu'il y avait avant. On t'entend pas, Paco? On t'entend pas, hein? Allô, allô? Allô, voilà. On Oui, t'entend. oui. Oui. Je me suis peut-être mal exprimé. Moi, ce que je donne là, c'est pas on va faire quelque chose et après l'autre, non. Tout ça, ça peut s'amener en même temps, mais moi, je mets la priorité pourquoi? Parce que tu ne peux pas redémarrer l'industrie si tu n'as pas des gens qui puissent travailler dans l'industrie. Si ces gens-là ont mauvaise santé, sont mal alimentés parce qu'ils ne peuvent pas manger, difficilement, c'est pour ça que je mets cette priorité. Et j'ajoute, le secteur de l'alimentation, oui, c'est un secteur primaire. Hein. L'agriculture, c'est un secteur super primaire. Donc, il vient en deuxième priorité parce que justement, ça a une relation avec le fait qu'il faut quand même qu'on puisse vivre. Et pour vivre, on a besoin de manger. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après, pourquoi je mets l'éducation? Parce que l'éducation permet, je mets aussi le transport parce que par rapport aux gens que nous allons avoir pendant 2 ans, mais l'éducation permet quand même que les générations qui vont venir après prennent conscience de ça en ajoutant le thème de l'environnement et de que puissent vivre sur une planète, parce qu'on a vu comme sont les mers, dans quel état se trouvent et nos petits-enfants, les villes. Je ne sais pas si tu as été certainement, les dernières fois que je suis allé à Madrid, avant ce qui est arrivé, c'était irrespirable. Donc, on peut très bien, si tu veux, essayer de mettre en priorité, on va réindustrialiser, mais si on tue les gens dans les villes, à quoi ça sert? C'est pour ça que je dis priorité 1, 2, 3, parce que ça me semble tout depuis le bas vers le haut. Moi, il faut que je sois en bonne santé pour pouvoir travailler, il faut que je puisse manger pour pouvoir travailler. En plus, le fait de bien manger fera qu'il y a une industrie de base primaire qui puisse fonctionner. Et après, je veux que ça dure, je veux que mes enfants, ceux qui vont avoir le pouvoir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, aient des valeurs pour pouvoir assurer une continuité. Et dans tout ça, c'est vrai, on constate que, et je parle particulièrement de la communauté de Valence, mais en Espagne, c'est pareil, mais enfin, 95% d'entreprises, c'est des petites entreprises, et les rentes sont parties, et il faut qu'on se rende compte, comme en France, moi, l'initiative dont je vous ai parlé, c'est formidable. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont déjà signé et qui va être envoyées. Ils prétendent atteindre 5 millions et ils l'enverront au président Macron pour lui dire, voilà, il faut créer des micro-fermes. Voilà, pour justement, parce que c'est une autre chose, c'est la désertification. Et il y a, le Monde diplomatique a publié il y a un mois un article très intéressant
doctoresse spécialisée en pandémie, qui mettait sur la table, et on en parle de plus en plus, que les animaux sont en train de se rapprocher des villes. Je ne sais pas si vous avez vu à Barcelone, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur entourage naturel. Et donc, ils apportent avec eux des maladies. Ils apportent avec eux des maladies. Il semblerait que le coronavirus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était connu avec des animaux, que paraît-il les Chinois mangent. Ça, ce sera démontré, pourquoi pas, je ne suis pas contre, mais qu'on le démontre à la fin. Mais ce qui est certain et on peut constater, c'est que l'attaque qu'on fait à la nature fait que ces animaux-là, qui évidemment, et ça c'est vérifié, avaient entre eux des maladies, et ça s'est passé entre eux à la campagne, je dirais, eh bien non, ils ramènent ça dans les villes. Et donc tout ça, c'est extrêmement important si on n'en tient pas compte, parce que si on donne la priorité de dire, moi je ne suis pas contre, hein, mais allez, on va mettre plein d'argent pour les entreprises. Allons-y. Mais pour quelles entreprises et pour quoi faire? Voilà, c'est tout ce que je demande. Le tourisme, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, tu te rends compte, ça représente pour l'Espagne un pourcentage du PIB extraordinaire. Pour la communauté de Valence, n'en disons pas. Eh bien, qui c'est qui va venir maintenant? Dans combien de temps les gens? Ils commencent d'ailleurs à mettre des restrictions. Les bars, les restaurants. Il faut qu'on prenne conscience que ça ne va pas être possible. Je suis d'accord pour aider les bars. Mais comment ils vont se maintenir avec les coûts fixes qu'ils ont, des loyers, je parle aussi des restaurants, des personnels. Alors peut-être qu'au lieu de 4 serveurs ou serveuses, ils vont prendre 2. Mais même avec ça, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Donc, évidemment, alors il faut qu'ils se recyclent quelque part et de dire, ben, au lieu d'avoir un verre et une tapa que tu vas venir prendre chez moi, je vais te l'envoyer chez toi. Je ne sais pas. Il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Et si la seule chose qu'on fait, c'est mettre de l'argent, et on est de ci, et on est de là-bas, mais on n'a pas un plan vraiment sérieux, moi je crois que peut-être que dans un an, ben, on va survivre, mais on va pas résoudre le problème, quoi. Mais j'ai essayé de t'expliquer pourquoi ces priorités-là, quoi. Quelqu'un d'autre? Oui. Pardon, Paco, je me demande comment on peut faire pour que les agriculteurs ont la possibilité de travailler avec des suffisants gains Oui. ganancias pour avoir une dignification de cette Écoute, il y a plusieurs. Généralement, la solution au problème en général, ce n'est pas faire une chose, c'est faire plusieurs choses. Une des choses que je pense qu'on est en train de faire, c'est que le consommateur prenne conscience de ça. C'est-à-dire que lorsque tu vas acheter des tomates, tout de suite, si tu vas avoir les tomates qui viennent de Hollande, j'ai rien contre les Hollandais, hein, j'ai rien contre. Et en fait, tu sais, c'est des tomates chinoises, hein, parce que les Chinois envoient les plantons des tomates, et la tomate, en fait, est plantée en Hollande, et c'est là que le fruit apparaît. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on prend conscience que los tomates del Perelló, qui sont là à côté, coûtent un peu plus cher, mais on dit, ben, écoute, au lieu de manger une tomate par jour, je vais manger une tomate chaque 2 jours, là c'est un aspect. Mais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qu'il faut, si tu veux, le gouvernement, justement, puisqu'on parle qu'on est en train de mettre beaucoup d'argent, des millions et des millions, aidons à ces agriculteurs dans un premier temps, de façon à pouvoir qu'ils puissent avoir un salaire digne, mais pas pour toujours, en disant, écoutez, après, il va falloir quand même que ce soit vous. Mais on va vous donner un coup de main. C'est ce qui est en train d'arriver en France avec la demande dont je te parle, de créer des micro-fermes, ça veut dire minifundios, et qui est en train d'avoir un écho très intéressant que je suis beaucoup de près parce que j'ai une relation très étroite avec Microviñas et Muro d'Alcoy depuis longtemps et qui font un vin extraordinaire.
Mais voilà ce que tu dis, il faut faire attention. Ils ne peuvent pas vendre leur vin au même prix que les grandes entreprises parce qu'autrement, je te donne un exemple. L'année dernière, en septembre, le kilo de raisin à la communauté de Valence a été payé 0,28 centimes le kilo pour faire du vin. Microvignas a payé 1,10 € par kilo. Donc, ils ne peuvent pas élaborer du vin et le proposer au prix. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Microvignas vend de plus en plus de vin parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que c'est normal qu'on paye aux agriculteurs le prix qu'il faut. Et donc, au lieu de payer une bouteille de vin 3 €, ils sont prêts à payer la bouteille de vin 5 €. Ils sont en train de vendre aux États-Unis, hein, parce qu'on leur explique comment le vin est fabriqué et combien sont payés les viticulteurs. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais dans la situation actuelle, pour être concret, moi, je crois que c'est un coup de main, une poussée de la part du gouvernement, une partie de tous ces millions qui sont en train d'être mis sur la table. Une bonne idée. On verra, on verra. Non, parce que par exemple, dans les agriculteurs de Valence, pour les oranges, et normalement, ils ne gagnent pas de l'argent pour faire face à les dépenses. Et après, les grands distributeurs gagnent beaucoup de l'argent. Et on connaît en Valence, par exemple, Fontestade même, il a enrichi beaucoup, mais la richesse n'est pas bien redistribuée. N'est pas équilibré. N'est pas équilibré, donc c'est pas possible de continuer. Donc, beaucoup des agriculteurs ont laissé les campos oranges tombées, oui. Oui, les oranges tomber. Et ça, c'est un problème aussi de santé parce que les animaux, par exemple, ratas, serpents et tout ça, ils sont développés dans quelques parties de la Huerta de Valencia et ça peut devenir finalement un problème grand. Et c'est pour ça que je me demande de la régulation pour avoir un équilibre, parce que les agriculteurs, ils n'ont pas la capacité de faire front en commun à des grandes entreprises parce qu'ils ont un produit qui est pérecedero, oui, périssable, oui. Périssable. Et c'est pour ça que je me demandais ça, d'avoir un minimum et un maximum pour travailler avec une sécurité ou avoir une période, par exemple, quand tu as un produit producto en el punto, me refiero, Ah oui, voilà. maduro, Tu peux parler en espagnol, je peux. Ok, pues cuando tienes un producto que está en un periodo de madurez, tú tienes que cogerlo. No puedes esperarte a 2 meses ni un mes antes, tienes que cogerlo en ese momento. Y eso es una cosa que están utilizando las grandes distribuidoras para apretar siempre al máximo a un agricultor que encima no tiene la capacidad de poder hacer frente a estos grandes compañías y entonces acaban mal vendiendo para poder pensar en el próximo año sus naranjas y bueno, esto pues es un pez que se muerde la cola y bueno, yo es algo que siempre estoy intentando pensar cómo arreglarlo, lo veo muy difícil porque por lo que decimos, ¿no? Que juegan con eso y claro, jugar con esos parámetros es ser muy ruin, es malvado, es negativo para todos, destruye el territorio, destruye las familias, enriquece a unos pocos, es muy devorador, entiendo yo. No sé si es así. No sé qué me puedes... Oui, mais une fois de plus, comme je te disais tout à l'heure, un problème n'a jamais une seule origine. Il y a plusieurs. Lorsque je suis arrivé à la communauté de Valence en 1996, hein, ça fait maintenant 24 ans, le secteur de l'orange était un secteur de référence mondial. Mondial. Et puis, on est arrivé à la situation que toi tu décris. Nous verrons maintenant,
ça coûte plus cher de cueillir l'orange que de la vendre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre autres choses, c'est que il est très difficile, dans la communauté de Valence, c'est mon point de vue une fois de plus, hein, je ne suis propriétario de la verdad, c'est mon point de vue. Il n'y a pas trop de solidarité entre les agriculteurs. Il y a beaucoup d'individualisme. Et si moi je vends et l'autre ne vend pas, tant pis pour lui. Tu vois, allez, c'est dommage. Mais il y a autre chose. Sais-tu que pendant une grande période de l'année, les oranges qui viennent à Valencia viennent du Maroc? Sais-tu qui a planté les orangers là-bas et qui sont les propriétaires des orangers là-bas? C'est les distributeurs espagnols. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs aspects. Et donc, c'est là qu'il faut qu'aussi on se regarde. C'est toujours la faute des autres. Il faut qu'on sache aussi se regarder soi-même pour dire, j'ai peut-être aussi un peu de faute. Ouais. C'est dommage. Et c'est dommage parce que l'orange continue d'être quelque chose de très apprécié dans le monde. Et non seulement pour faire du jus d'orange, mais pour manger de l'orange. Très apprécié. Et l'orange valencienne continue d'être. Et donc, il faut que ces secteurs se renouvellent de la même façon que je suis en train de dire. Que dans le secteur du tourisme, il va falloir que beaucoup de personnes changent. Que dans les restaurants, il faut qu'ils changent, il faut réfléchir. Je vais te donner un exemple de succès de quelqu'un qui allait vendre une grande propriété d'oranger à cause de ce que tu es en train de dire. Et un des enfants a dit, papa, maman, on ne va pas vendre. Je vais me débrouiller. Et tu sais ce qu'il fait? Ça s'appelle Super Naranja. Il vend des oranges directement par Internet. Et au lieu de prendre les oranges et les mettre dans des magasins, dans des chambres froides, non. À chaque fois qu'il a une demande, il va les prendre dans l'arbre. Et tu ne peux pas imaginer quand la caisse d'orange arrive chez toi, l'odeur d'orange qu'il y a. Et ça dure. Oui. Il est en train ça, c'est un des trucs. Il y a un autre truc aussi qui est important par rapport à ce que tu as dit, et ça va être de plus en plus clair, c'est que dans l'étiquette, lorsque nous irons acheter, pas seulement des oranges, mais tous des produits, c'est à partir de l'année prochaine que ça va être obligatoire. C'est déjà dans certains pays d'Europe, mais en Espagne pas encore. Il faut qu'on voit le prix qui a été payé à l'agriculteur, le prix qui a été payé au majoriste, qu'on appelle majoriste, le prix qui a été payé au transporteur et le prix qui a été payé à celui qui le vend en fin de chaîne. Et là, je pense que ça va aider à prendre conscience de ce que chacun dans la chaîne, et puis que le fruit est pris jusqu'à ce qu'il est vendu, il sait qu'il en porte quoi, quel pourcentage. Voilà. Et puis pour finir, concernant l'orange, tu sais que malheureusement, effectivement, il y a cet individualisme dont on a parlé, mais c'est aussi le fait que c'est carrément trois grandes entreprises, 2 françaises et une valencienne, qui ont 90% du marché de l'orange. Et les 2 grandes entreprises françaises, ce sont 2 chaînes de supermarchés très connues, les plus connues de France, qui non seulement achètent des oranges pour eux, mais achètent des oranges et les revendent à d'autres, non pas à des clients particuliers, mais à d'autres majoristes. Et ça, il faut aussi être transparent et pouvoir le décrire. Mais enfin, je pense qu'il faut quand même que le secteur puisse s'unir et comprendre que c'est quand même, c'est dommage, je te dis, parce que ça représentait, et ça continue de représenter, mais nettement moins, c'est vrai. Il y a beaucoup d'agriculteurs, comme tu sais, qui ont quitté l'orange pour aller vers le kaki. Mais avec le kaki, c'est en train d'arriver un peu la même chose. Voilà. Quoi d'autre? Dis-moi, Paco, j'ai une inquiétude. Et là, on sort un petit peu des oranges. C'est sur les rouages de l'économie. Avec ce que l'on a vécu, on a vu que les gouvernements ont apporté beaucoup d'argent sur le marché
ou bien par des financements, où tu as des garanties du gouvernement, etc. Beaucoup d'argent. On n'imagine pas, des billions comme tu le disais. Alors ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est dans le futur. Très justement, tu dis, il faut financer des petites entreprises, des créations locales, etc., etc. Mais alors, mais d'où vient tout cet argent? D'où vient? Mais comment c'est possible? Alors que le gouvernement n'était pas d'accord pour augmenter l'âge de la retraite, etc. Comment tout d'un coup, on voit une pluie de dollars, d'euros et de tout ce qu'on peut imaginer? Comment ça se fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, je peux t'expliquer. Il y a deux choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le monde, d'argent déjà émis. Mais après, il y a la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale d'Angleterre, la Banque centrale d'Europe, qui a une machine à fabriquer des billets. Et la seule chose, c'est permettre au gouvernement de s'endetter, si tu veux, et on verra après qui c'est qui va payer la dette. Mais c'est pas grave. Si tu fais un historique de la dette des gouvernements, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à maintenant, tu pourras constater qu'il y a eu des périodes où il a été, mais comme maintenant, des millions et des millions et des millions. Et après, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, toi, je pense que tu l'as vécu. Tu es un petit peu plus jeune que moi. Mais l'Allemagne, pour la réunifier, on lui a pardonné 60% de la dette qu'elle devait. Alors que, comme tu sais, l'inflation en Allemagne était arrivée et le nombre de billets qui avaient été fabriqués, pour aller acheter une baguette, il fallait aller avec une brouette de billets, une brouette, pleine de billets pour acheter une baguette. L'inflation était arrivée à des points extraordinaires. Donc, la masse d'argent existante qui s'appelle M3 en terminologie technique est déjà très grande, placée dans différents endroits, mais les gouvernements, pas le gouvernement, enfin dans notre cas, la Banque centrale européenne, dans le cas des États-Unis, la Réserve fédérale, peuvent parfaitement, puisqu'on n'a plus la référence par rapport à l'or. Ça a sauté en l'air il y a très, très, très longtemps. Et c'est pour ça que tu peux vérifier que les États-Unis, la dette qu'ils ont émise, et Trump n'a pas arrêté de le faire et il va continuer de le faire, est le double du produit intérieur brut des États-Unis. Et il y a d'autres pays dans ce genre-là. Nous, on est à peu près actuellement à 100 et quelques, 101, 102, on est un peu plus de 100. Et on pense penser, enfin si l'Europe nous le permet, et elle va nous le permettre, on va passer peut-être à 121, 122%, 124% du PIB. Donc plus, nettement plus que... Et donc c'est la machine à faire des billets. Et après, si tu veux, comme c'est arrivé, je te dis, il y aura une partie qu'on nous pardonnera, ou on verra. Parce que lorsque tu parles, par exemple, de dette perpétuelle, on est en train de parler de ça, les Hollandais ne sont pas d'accord, les Allemands se posent la question. Ça veut dire que tu ne rembourses pas le capital, tu ne payes que des intérêts, mais forever, pour toujours. Ah, peut-être qu'avec les intérêts que tu payes, au bout de 40 ans, tu as récupéré largement le capital que tu avais mis en recevant des intérêts. Donc voilà, mais ils n'ont pas un autre moyen. On va s'endetter jusqu'au-dessus de tout ce qu'on peut penser, avec la dette publique. Et la guerre qui est actuellement en Europe, c'est de savoir si une partie de ces aides européennes sont mutualisées, ça veut dire que tous les pays européens répondent de cette dette, ou c'est chaque pays, en fonction de ce qu'il fera, qui devra faire face à sa dette personnelle. Et je crois qu'ils vont faire un mix. Ils vont faire un mix entre une chose et une autre. Les pays nordiques, comme on dit, disent non, 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 ce sera des prêts qu'il va falloir rembourser. Et les pays du Sud, dont la France, l'Italie, disent non, 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 non. Une partie, il faudra rembourser. L'autre, ce sera donc une dette mutualisée. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Paco, j'ai une question.
Cette fameuse dette, elle est aussi garantie par les assurances vie et les livrets, ce qu'on appelle livret A, livret d'épargne. Ne crains-tu pas que si la dette est suffisamment grande, que les gouvernements fassent comme à Chypre, où ils ponctionnent une partie des assurances vie et des livrets d'épargne? Oh, je ne crois pas, Marc, je ne crois pas. En fait, la dette, elle est garantie par l'État. C'est-à-dire, c'est l'État qui dit, moi, je vais toujours être là, indépendamment des gouvernements qui puissent exister, et je vais continuer à payer le pourcentage que je me suis engagé à payer d'intérêt. Donc, évidemment, l'État, en France particulièrement, donc c'est la Caisse des dépôts et consignations qui a la trésorerie des caisses d'épargne, mais ils ne vont pas toucher à ça. Moi, je crois pas. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. La seule chose, c'est qu'il arrive à un moment donné où on puisse dire, bah, cet État-là, comme est arrivé d'ailleurs à la Grèce, à -1, parce que finalement la Grèce a été aidée, ne pourra pas payer sa dette. Crac. Et alors à ce moment-là, voilà, il ne pourra pas. Et donc, comme en plus, 40% de la dette grecque, c'était les Allemands qui l'avaient. Les Allemands, ils ont dit, non, il faut aider la Grèce, et elle nous remboursera d'ici 50 ans les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais du tout, il y a un crack. Non, ils ne vont pas laisser tomber, t'en fais pas. Non. Donc bon, pour toi, il n'y a pas de risque? Non, moi, le seul risque qu'il y a, c'est au niveau de personnes qui ne puissent pas trouver un emploi. Parce qu'il y a maintenant, il y a des aides pour les autonomes et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler de la rente basique, hein, la renta basica, c'est-à-dire pour au moins que les personnes puissent avoir au moins 500, 600 euros par mois pour pouvoir payer l'électricité, le loyer et manger. Mais ça, c'est bien d'un autre côté parce que c'est 500, 600, ça dépendra de la quantité, 100 euros qui détermine que au minimum, chaque personne a ça, bah, ils vont être des consommateurs. Ils vont faire tourner les boutiques. Tu vois ce que je veux dire? Ça va finalement être, parce que finalement, on le voit comme une dépense, mais en réalité, c'est un argent qui rentre, et les gens qui n'ont pas d'argent aujourd'hui, ils ne peuvent pas le dépenser. Si tu leur donnes de l'argent, ils vont le dépenser. S'ils le dépensent, ils vont faire tourner les entreprises. Voilà. Mais certainement qu'on va arriver. Hein. Partout en Europe maintenant, c'est admis la renta basica, le revenu basique pour qu'une personne puisse vivre. Ça arrive. Très bien, les amis. Je suis ravie de suivre cette conférence au sein de l'Institut français. Est-ce que tout le monde est satisfait? Avez-vous besoin de votre question? En ce qui me concerne, j'ai été ravi, même en petit comité. Souvent, on réfléchit mieux que quand il y a beaucoup de personnes. Donc, merci à l'Institut. Et puis, dans la mesure où ça peut être diffusé, que les gens puissent... ils ne pourront pas réagir, ne pourront qu'écouter. Moi, je pense qu'ils pourront apprendre quelques petites choses, comme lorsque je fais les conférences à l'Institut. Merci beaucoup et, comme toujours, à votre disposition. Un gros bisou, Laurence. Merci Paco. À bientôt. Merci Paco. Merci Paco. Merci Paco. Salut. Allez, au revoir. Merci à toute l'équipe de l'Institut d'avoir mis en place ce programme virtuel et donc continue avec nous sur les newsletters. On vous envoie d'autres programmes. Ok, et merci. Muchas gracias, José Manuel y Yolanda. Gracias. A ti. Gracias a vosotros. Hasta luego. Allez, au revoir.